Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment allez-vous, mon cher Richard? Ça va assez bien. Oui. C'est une pas pire journée. Oui, alors... Je regarde ici à côté, tu as caché quelque chose. Oui, ma nouvelle maîtresse. Pour ceux qui sont en manque de Viagra, vous savez quand même, il faut payer pour ça, mais si vous allez chez Vidéomag Plus... Pas si tu es dans l'armée. Comment dans l'armée? Ben non. Ça se peut-tu faire du bashing sur nos soldats qui donnent leur vie? C'est pas du bashing, je fais juste dire une chose pays? qui est une réalité. Pourquoi s'en cacher? Bon, enfin, peu importe. Mon cher Richard, si tu veux aller chez Vidéomag Plus, en face de l'église du Jésus, sur Bleury, vous savez, on va plus à la messe, mais on peut aller au sex shop. Alors voici, pour vous aider dans vos performances ici, voilà. C'est quoi ça? Voilà le festin. Qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau maillot de bain pour cet été. En Regardez bonbon? comment est-ce que c'est beau. En bonbon. Caféine a annoncé ça en primeur ce matin et moi, je l'adopte. Je me propose d'être porte-parole pour la grande bouffe. La grande bouffe du bonbon. C'est bon, hein? C'est pas merveilleux? Ah, voilà. C'est fait. Faut le faire. Hey, bon, j'ai quelque chose de plus sérieux. Comment plus sérieux? Ben non, c'est pas sérieux. C'est sérieux, ça. T'as des parties de toi-même qui, des fois, manquent Des parties de toi-même qui dérapent. As-tu vu mes parties? Non, mais je veux te parler de Guy. Non, mais je veux te parler de Guy Cloutier. Oui, ça, c'est triste. D'abord parce que j'ai eu des nouvelles fraîches ce matin de Guy Cloutier. De lui-même? Pour moi, directement. Il passe toujours par une personne interposée, mais il sait très bien que ça va se rendre jusqu'à moi. D'abord, on se demande quand, parce que la Commission nationale des libérations conditionnelles avait suspendu l'audition pour sa remise en liberté, pour laquelle il est éligible depuis le mois de février dernier. Oui. Ça a été suspendu à cause du fameux courriel. Le courriel. Ça va avoir lieu le 20. Le courriel qui n'a rien donné. Oui, c'est ça. Le 20 juillet, il va être entendu par la Commission nationale des libérations conditionnelles. Ça se pourrait que la décision soit rendue sur le banc. On va voir ce qui va arriver. Mais j'ai d'autres informations. Il y a peur que le fameux courriel qui a été envoyé à la Commission, qui a fait suspendre les travaux, ça fait déjà 2 mois et demi, quasiment 3 mois de ça. Le fameux courriel en question a été suivi d'autres courriels qui ont été envoyés par d'autres personnes. Ah oui? Semble-t-il, d'autres personnes qui avaient l'intention de se faire payer des sommes d'argent en dommages. Ah oui, du chantage. Du chantage, une forme de chantage. Il y a même un courriel, semble-t-il, qui vient d'un gars qui dit avoir été violé par Cloutier et ses amis en 1974. Un viol collectif. Toujours à la même date. Oui. On parle toujours de cette période-là, une période non vérifiable. Ça remonte 36 ans en arrière. Là. Mais il y a peur qu'il y a eu un paquet d'autres petites affaires qui sont survenues après. Comme si le premier courriel avait sonné une espèce de ralliement de personnes dérangées qui avaient l'intention d'intervenir dans le but ou d'en profiter ou dans le but de nuire à la remise en liberté de Guy Cloutier. Mais est-ce que la police va faire enquête sur chacun des cas? Probablement que ça a été fait. Probablement que ça a été fait. En tout cas, mais est-ce que Cloutier va poursuivre cette femme-là qui avait envoyé le courriel? Tu veux faire quoi? Si c'est une personne dérangée, comme je t'ai dit la dernière fois... Qui est insolvable. Donc, tu vas aller chercher quoi? Puis tu vas être dans les médias d'information. Tu vas être obligé de signer des affidavits. Les journalistes vont fouiller là-dedans. Ça va faire 7 jours, puis la semaine. Puis ça fait bien qu'au vedette, puis ça finira. Oui. Regarde, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Un tremblement de terre en studio. Bon, donc, alors, 20 juillet, date de l'audition de la Commission nationale des libérations conditionnelles dans le dossier de Guy Cloutier. Un dossier plus long. Encore bien plus long que celui de Guy Cloutier, celui du paiement de la dette des Jeux olympiques de 76. Oui, c'est un autre dossier bien géré, avec beaucoup de dépassements de coûts. Hey, écoute, on était supposé, après les Olympiques, de rembourser la dette en 7 ans. Et ça a pris 30 ans. 30 ans. Ça va être fini au mois de septembre. Il reste un léger 15 millions à payer. Il vous reste, comme contribuable et fumeur, un léger 15 millions à mettre dans la caisse pour que le gouvernement efface. Donc, on est la quittance finale pour le fameux stade olympique de Montréal, qui a toujours un toit temporaire puis dangereux. Puis t'imagines tous les intérêts qu'on a payés là-dedans. Mais moi, j'ai une solution. Étant donné que ça va être payé, pour se dégager une marge financière supplémentaire, on pourrait, tu sais ce qu'on pourrait faire? Réhypothéquer le stade, maintenant que c'est un actif. Oui, mais c'est que ça ne rapporte pas d'argent. Un actif de quoi? Ça ne rapporte rien. Oui, quelle banque voudrait financer ça? C'est mal utilisé, c'est pas utilisable à l'année. Tu peux pas faire d'exposition sur la partie intérieure à terre, l'ancien champ de baseball. Tu peux pas faire d'exposition là en hiver parce que le toit est considéré comme dangereux et pouvant s'effondrer sous le poids de la neige. Et là, la Ville de Montréal veut pas le reprendre. Là. Mais non, Québec est pris avec le temps. avec une infrastructure. Puis il y a des gens qui seraient cependant prêts à l'acheter. Oui? Pas cher. Qui? Ah oui, ça, je peux pas les te le dire. Arabes? Non, je peux pas. Non, du monde ici. Non, ça. Mais pour ça, faire quoi? Non, mais sans savoir les noms, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Des gens qui pourraient le prendre,
compléter la restauration du toit et s'en servir comme centre de foire. Ça, je sais qu'il y a des gens, au moins 2 organisations qui sont prêtes à investir là-dedans. Oui, mais la sécurité, tu sais qu'il y a un mât qui est déjà tombé. Qui voudrait prendre ça sans être sûr que la sécurité est pleine et entière? Je sais pas. Mais moi, je pense qu'on devrait organiser un congrès avec Ben Laden. On pourrait faire une pratique et faire sauter tout ça. Une implosion. Parlant de dépassement de coûts, ça c'en est un. Non, mais j'embarque pas dans tes histoires de Ben Laden. Je veux pas avoir de lettre de menace de ces gens-là. Bon, je veux juste qu'on continue. Le CHUM. Dépassement de coûts, c'est possible dans le CHUM. Déjà, c'est pas commencé, puis ça a déjà coûté pas mal cher. Ouais. On apprend ce matin par Le Devoir que dans le CHUM, il va y avoir... Où est-ce que j'ai mis cette information-là? Je vais t'en parler. Oui, c'est qu'on veut pénaliser les professionnels. Les professionnels, là, les architectes, les ingénieurs, les autres professionnels qui vont travailler à la conception. Donc, tout ce monde-là, s'il y a un dépassement de coûts... Ils assument une perte. Ils vont avoir une pénalité de 25 %. Donc, déjà, ces gens-là sont coupables en partant. On les accuse de gonfler leurs factures. Bien, c'est-à-dire qu'ils vont... Moi, si je suis un homme de la construction, et comme je soupçonne qu'il y a parfois de la collusion dans les soumissions dans ce domaine-là... Oui, mais qui fait pas sa job là-dedans? C'est le gouvernement qui fait pas le suivi correctement des professionnels. Les professionnels, si tu les laisses aller, ils vont gonfler leurs factures. Mais si tu suis ça de façon serrée... À un moment donné, ces gens-là vont être obligés de se retenir. Sauf que quand tu sais que tu risques une pénalité de 25 %... Tu gonfles ta facture en conséquence. Suite en partant. On va par en haut, on monte le montant. On augmente le montant de 25 %. Comme ça, si on se fait prendre, on paiera avec l'argent qu'on aura reçu en trop pour ce genre d'affaires-là. Donc, la plus belle preuve, c'est que les gestionnaires sont pas capables de mener à terme au Québec des grands travaux. T'en as la preuve en première page. Ben ça, c'est pas juste là, non. Est-ce qu'on peut juste regarder Gaspésia puis descendre les constructions des dernières années? La SGF, on peut tout regarder ça, puis on va s'apercevoir que des dépassements de coûts, nous en sommes, mesdames, messieurs, les champions mondiaux. Les victimes impuissantes. Ouais. André Boisclair aura une opposition. Il n'y aura pas de ticket express gratuit pour se rendre à l'Assemblée nationale. Québec solidaire, qui est de gauche, un peu plus à gauche que le Parti québécois. Québec solidaire présente un candidat. Oui, et le Parti vert aussi, qui se dit peu impressionné par le bilan d'André Boisclair au temps où il était ministre de l'Environnement. Mais là, Québec solidaire va présenter une femme. Oui. Apparemment. Apparemment. Est-ce que ce sera une femme à moustache? On ne le sait pas. Stéphane, elle revient pas là-dessus continuellement, femme à moustache. Mais tu trouves pas que Québec solidaire est un parti d'extrémistes marginaux? Non, ce sont des gens qui véhiculent une idée que le Parti québécois a, mais qui met de temps en temps sous la couverte, de côté, pour gagner l'élection. Mais après ça, c'est toujours ça qui doit primer, parce que c'est ça qui est l'article 1 du Parti québécois. Mais de temps en temps, il faut mettre ça de côté si on a soif de pouvoir. Puis une fois qu'on a le pouvoir, on se fait rappeler qu'il faut jaser de ça. Alors que Québec solidaire véhicule une idée. Heureusement qu'ils prendront jamais le pouvoir, parce que ça serait une vraie catastrophe au Québec s'il fallait qu'un parti de gauche extrémiste comme ça puisse avoir le vent d'un voile. Tant qu'à être sur le Parti québécois et sur le cas de M. Boisclair, Joseph Facal. Oui, notre ami. Joseph Facal est venu dire que c'était pas de sa faute la glissade dans les sondages. Non, c'est de la faute à qui? Défense. Moi, je pensais que Facal avait beaucoup de jugement. J'ai toujours pensé que Joseph Facal, c'était un gars qui avait un jugement assez rigoureux. Puis ce que je trouve étrange, c'est que c'est Joseph Facal qui, le premier, remettait en cause l'idéal social-démocrate du parti. Tu t'en souviens du temps où il était président du Conseil du Trésor, ça avait fait des remous. Et là, il prend la défense du Parti québécois qu'il reniait à l'époque, pratiquement. C'est-à-dire qu'il n'est pas radical. Facal n'est pas radical. C'est pragmatique. C'est pragmatique, puis c'est quelqu'un qui a toujours manifesté une forme de logique politique. Les choses inatteignables, tu les mets pas sur la table en disant « voici mon objectif ». C'est ça la vie. Hein? Si tu te mets un objectif inatteignable, quand est-ce que tu vas avoir la satisfaction d'avoir gagné? Mais ce qui est incompréhensible, c'est que ce gars-là est plus à droite, en tout cas c'est un élément de droite au Parti québécois, supporte André Boisclair qui est un altermondialiste. C'est ça qui est incohérent dans sa logique politique. Mais la logique politique de ces gens-là, peut-être qu'on peut la remettre en cause. D'ailleurs, parlant de ce parti, Daniel Turp est venu dire hier que la salle de concert de l'Orchestre symphonique de Montréal, au lieu d'être un PPP avec de l'argent du privé, ça devait être fait avec des fonds publics. Le Parti québécois, oui. Daniel Turp qui pose 7 grandes questions à la ministre Lynn Beauchamp qui a annoncé le projet. Puis ce que je comprends pas là-dedans, c'est qu'est-ce que le Parti québécois a fait entre 1994 et 2003 pour le projet de l'Orchestre symphonique de Montréal? Posez la question à Lucien Bouchard. Rien. Absolument rien. Lui-même l'a avoué que son gouvernement n'a pas été capable de le faire et il félicitait Charest de le faire. Ouais. Et Daniel Turp, l'homme à la boucle,
le grand représentant du plateau Mont-Royal, prof de droit international à l'Université de Montréal, qui rêve de devenir le premier président de la République libre du Québec. Tu sais ce qu'il avait dit la première fois que je l'ai rencontré dans son cours, en rentrant. Il avait dit ça. Moi, mon rêve, c'est de devenir... à peu près. Oui. Il y en aurait 2. Ben là, on sait pas. Là, ça se bouscule aux portes. Mais on s'entend-tu que Daniel Turb, c'est pas le représentant du peuple, là, c'est le représentant du plateau Mont-Royal? Ouais. Mais quelle solution qu'il y a à offrir? Ça devrait être financé avec des fonds publics. Ben oui. Qu'on prenne l'argent de nos taxes puis qu'on fasse une salle de concert pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Des fois, tu as l'impression qu'ils savent pas quoi dire. Ils savent pas sur quoi s'accrocher pour faire parler d'eux pendant les... En période estivale, il faut comprendre aussi que le Parti québécois essaie d'occuper l'espace, mais ça lève pas. OK. Parlons de la Sûreté du Québec maintenant. Aussi, en première page de la presse de ce matin, on apprend qu'on va fermer les centres d'appel et de télécommunication de la Sûreté du Québec. 9 sur 11, on va les fermer. On va avoir 2 gros centres avec, au lieu de 481 personnes, 110 personnes. Puis on va essayer, mesdames, messieurs, j'en suis convaincu de nous faire croire qu'on va être capable de donner à la population et aux policiers sur la route le même service. C'est incroyable, ça, parce que de toute façon... Quand on fait le 310-4141, c'est le numéro de téléphone pour dénoncer un acte, un crime, n'importe quoi, une urgence, c'est important d'avoir des centres en région parce que, par exemple, moi, je l'appelle régulièrement pour des cas de vandalisme ou autre, puis c'est vrai que les maires sont en grogne ce matin parce que ça n'a pas de bon sens. Quand t'appelles, tu peux pas appeler un policier directement. T'appelles le centre de répartition, tu racontes ton histoire et lui guide le policier sur le terrain pour se rendre dans les lieux du crime. Puis, en enlevant 300 personnes, qu'est-ce que ça va donner? Ça peut pas marcher parce que le nombre d'appels diminue pas au fil des ans. Ça ne peut pas être robotisé. C'est ça qui est imbécile. Sauf qu'on va nous sortir une étude, parce que la sûreté, n'importe où dans le fond, là, quand on veut avoir quelqu'un qui va faire une étude pour ce qu'on veut avoir comme réponse, on va toujours en trouver pourvu qu'on paye. Oui, c'est comme un avocat avoir une opinion juridique de complaisance. Tu peux faire dire n'importe quoi à un avocat, mais le problème, là, c'est que ces 300-là vont être répartis à l'intérieur de la SQ. Donc, il n'y en a pas de coupure de personnel. Oui, mais avec l'attrition, probablement que ça va faire des moins départs à la retraite. Mais ce qui est inquiétant, c'est pas juste pour les gens qui téléphonent, c'est aussi pour le policier qui est sur le terrain. C'est lui qui est en contact avec les personnes à la centrale qui peuvent, à un moment donné, détecter qu'il a une difficulté, qu'il faut déclencher une autre opération policière de plus grande envergure pour protéger et le policier et les citoyens. Tout ça, là, ça semble être remis en cause. Mais là, c'est un ballon politique. Penses-tu? Parce qu'il disait dans la presse ce matin qu'on voulait régler ça avant les élections. Donc, est-ce que c'est un ballon pour jauger et voir s'il y a de l'opposition ou pas? Mais ça, c'est vrai que chez nos administrateurs publics, on fait souvent ça. On fait un petit test. On donne ça à un journaliste, on va voir la réaction, puis après ça, on va peut-être s'ajuster. Mais je pense que ça n'a pas de bon sens. On a fait des centres d'appel avec urgence santé pour les services ambulanciers. Puis si je te racontais toutes les histoires que j'ai vues... On en échappe? On échappe, mais qu'on échappe, puis j'ai été personnellement... OK. Un mot. La Corée, 7e missile ce matin. Tu fais quoi avec ça, toi, avec un pays qui te menace comme ça? Moi, c'est drôle, hein? Les bombardiers seraient déjà en route et j'aurais frappé stratégiquement toutes les cibles militaires pour les écraser d'aplomb. J'aurais fait un blocus des côtes avec les porte-avions, comme on a fait à Cuba dans le temps de la crise des missiles avec John F. Kennedy et son frère Robert Kennedy. Ça a duré 13 jours, ça s'est réglé. Mais je pense que la Corée, c'est plus dangereux que Cuba. Oui, mais écoute, en Irak, on n'en avait pas d'armes de destruction massive, puis on est en train de détruire le pays, alors que là, on en a les preuves. On pourrait directement les détruire. Viens pas me dire que la Corée du Nord, là, ça fait le poids vis-à-vis des États-Unis. On aurait pu détruire ça d'un coup, d'un revers de main. Et là, on va passer par l'ONU, cette grande MRC mondiale qui est l'ONU, où là, la Chine puis la Russie vont mettre leur droit de veto, puis la Corée va avoir un ticket en blanc. Comme le 25 juin 1950, quand la guerre de Corée a commencé, il était supporté par qui? La Chine puis la Russie. C'est pas fini, cette affaire-là. Le jour où le missile va nous tomber d'en face, par exemple, vous allez voir les anti-américains, qu'est-ce que vous allez dire? Ben là, pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Puis là, les Américains vont dire... Voilà. OK. Hey, puisqu'on parle d'Asie, j'ai vu quelque chose dans le New York Times ce matin. Puis peut-être que ça pourrait servir de suggestion à la Société de l'assurance automobile du Québec. Ça, c'est un encan. En dessous, c'est une plaque d'immatriculation en Chine. En Chine, on a fait un encan pour vendre les numéros de plaques d'immatriculation. Arrête donc. On vend des plaques comme si c'était quelque chose que... Parce que les Chinois veulent choisir leur numéro. Ben oui, moi, je l'ai choisi, le mien. Ben oui, mais eux, sais-tu combien ils ont payé pour une plaque comme celle-là? Non. 10 000 $. Ah oui? 10 000 $ à l'encan pour avoir des 8. Parce qu'en Chine, les 8, c'est ce qu'il y a de plus important. Ah le 4, il faut jamais que tu aies de 4, et dans ta plaque, et dans ton numéro de téléphone, et sur ta maison, le numéro civique de ta maison. Il ne faut jamais que tu aies de 4. Il faut toujours que tu aies des chiffres. Et le plus tu vas avoir de 8, plus tu vas avoir de 8, plus tu vas être chanceux dans la vie. D'ailleurs, moi, j'ai déjà été à Hong Kong. Le 8
du 8 88. Ah oui? Tu aurais dû voir l'euphorie. La date où Félix Leclerc est décédé. C'est ça. Le 8 du 8 88, j'étais à Hong Kong. L'euphorie. Les Jeux olympiques de Beijing commencent le 8 du 8 08. Ah oui? En 2008. Donc, c'est vraiment orienté. Alors, pour eux, alors, ils font des encans puis ils vendent des plaques. La SAQ, au lieu d'augmenter les prix, peut-être des petits encans pour les gens qui voudraient avoir des plaques. Mais moi, je l'ai choisi. Moi, tu sais, c'est quoi ma plaque? C'est quoi? 666. Pourquoi? SNE. Je l'ai choisi. Je voulais c'est le chiffre de Oui, la mais bête. OK. Bon, faut parler des adolescents. Notre sujet aujourd'hui, ce sont les adolescents. On part d'un article qu'on a vu dans le Journal de Montréal. Il y a un centre qui aide les familles, les parents qui ont Projet Café. Le Projet Café, qui ont des problèmes avec les adolescents. Ils sont en vacances. La plupart ne travaillent pas. Comment ça, la plupart ne travaillent pas? Qu'est-ce que oui, tu on penses? doit t'évouer, ça flamme partout. Tes ados travaillent-tu, toi? Le mien a travaillé, oui. Bon. A travaillé quand? Aujourd'hui, il travaille pour vrai, il y a 24 ans. Non, mais t'en as pas un autre de 12 ans? Non, 10 ans. Ah, 10 ans. C'est un pré-ado. C'est un pré-ado. Mais celui... Mais actuellement, les ados, là, c'est un moyen problème pour les parents. Pas du tout. Pas du tout. Pas de problème. Moi, ma fille va avoir 15 ans, j'ai jamais eu de problème. Parfois, on va ouvrir les lignes. La question qu'on va poser ce matin à ceux qui en ont, à ceux qui vivent et qui côtoient des ados, vous avez sûrement des expériences particulières. S'il faut qu'on fasse un centre pour aider les parents qui ont des difficultés, c'est parce qu'il y a des problèmes. Alors, ce qu'on vous demande comme question, la crise d'adolescence, qu'est-ce qui vous rend à bout? Qu'est-ce qui vous rend à bout avec les ados aujourd'hui? À bout, comme à bout, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que tu voulais que je dise. Qu'est-ce qui vous rend à bout? Vous commencez à nous téléphoner tout de suite. À Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec sans frais. 1-877-790-3535. Ou encore, écrivez-nous par Internet, www.tqs.ca. Si on vous parle un peu des adolescents et de ce qui vous rend à bout, c'est qu'on a vu dans le Journal de Montréal qu'il y a un projet qui s'appelle CAFé. Crise, ado. Les cafés, là, ce sont des acronymes. Crise, ado, famille, famille. Après quoi? Qu'est-ce que j'ai eu? Un peu, c'est compliqué. Moi, des accros. Enfance. Enfance. Crise, ado, famille, enfance. Oui. Et il y a en ligne avec nous Mme Joanne Fleurant qui est dans cet organisme-là. Mme Fleurant, bonjour. Oui, bonjour. Parlez-moi des problèmes vécus qui vous sont rapportés et comment vous traitez ça? En fait, c'est toutes sortes de difficultés qui... les parents nous appellent quand ils sont à bout, comme vous le dites, mais ils pensent qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Ils se disent, là, je ne sais plus, les solutions que je mets en place habituellement ne fonctionnent plus. J'ai un adolescent, je ne sais plus quoi faire avec. Je viens, j'ai de la rage, je me demande si je vais m'en venir à le frapper, si je vais m'en venir à appeler la protection de la jeunesse pour dire placez-le, ou des fois, ça peut être moins compliqué que ça. Ça va jusqu'à dire placez-le. Oui, mais est-ce que c'est tous des cas extrêmes? Parce que des fois, là, un adolescent peut faire des choses mineures, puis le parent pense que c'est la fin du monde. Là. En fait, c'est une bonne question, parce que non, en fait, c'est plus le sentiment vécu par le parent. Si le parent, lui, sent qu'il en peut plus, c'est pas nécessaire que l'enfant ait commencé à fuguer, prendre de la drogue, puis c'est pas nécessaire. Quand le parent dit, moi, j'en peux plus, je sais pas ce qui va arriver demain, parce que là, la situation me dépasse, à ce moment-là, il appelle leur CLSC. Et le CLSC, c'est en Montérégie seulement actuellement que le programme existe. Et ils parlent avec les gens à l'accueil des CLSC qui leur disent, OK, parfait, c'est un programme c'est un problème qui pourrait être résolu par le programme CAF. Mettons de côté l'histoire de la drogue. Qu'est-ce qui arrive comme problème qui vous est rapporté et pour lequel vous devez intervenir le plus fréquemment? Bien, en fait, c'est une question qu'on a souvent, mais en même temps, il n'y a pas de problématique particulière parce que la façon dont on regarde la situation, nous, c'est pas de dire c'est l'ado qui a un problème, c'est une situation familiale. Oui, c'est ça. En fait, des fois, ça peut être, l'enfant est devenu adolescent, les parents continuent d'être très, très rigides parce qu'ils ont peur de toutes sortes de choses, l'enfant peut réagir de toutes sortes de façons. Donc, on regarde l'enfant comme étant le symptôme du problème qui existe dans la famille. Mais c'est pas le manque de communication à quelque part dans la cellule familiale? Ça peut être un manque de communication, une communication qui est pas saine. Oui. Ça peut être, ça peut remonter des fois à bien avant ça. Là, les parents au départ, quand ils ont eu leur enfant, un est plus rigide, l'autre est moins rigide, l'autre surcompense le fait que le parent est plus absent, moins présent. Ça peut être suite à une séparation. Ça peut être, en fait, il y a
plein de choses qui font en sorte qu'un adolescent, à un moment donné, finit par réagir, en plus du fait que l'adolescence, c'est déjà une période où les enfants... se cherchent. Oui, effectivement. Mais les qualificatifs là, de flâneux puis de traîneux... Oui, mais il y a une question d'hormones là-dedans. Vous devez entendre ça de temps en temps aussi, là? Pardon, j'ai pas écouté. Les flâneux, là. Richard dit, vous savez, les ados, c'est des flâneux, mais il y a une question d'hormones puis de transformation physique là-dedans. Il ne faut pas tout leur mettre sur leur dos. Ah, non. Moi, je pense que non, parce que les adolescents avec qui on travaille, c'est des bons adolescents, des bonnes personnes. Ils sont intéressants, les adolescents. Oui. C'est le fun de jaser avec eux autres. Faut pas voir juste le côté négatif. C'est notre avenir, hein, ces jeunes-là. Puis ils ont souvent des choses très intéressantes à nous dire. Si on prend le temps de les écouter, ils le disent peut-être pas de la bonne façon, mais des fois, avec leur humour à eux, leur révolte à eux, ils nous disent des choses qui sont très importantes et qu'on devrait prendre le temps d'écouter. En général, est-ce que ce sont les parents que vous corrigez ou les adolescents? Ah, ben c'est la famille, c'est les deux. Hein, on travaille avec les deux. Des fois, les parents disent, ben là, c'est mon jeune qui a le problème, moi, j'en ai pas de problème. Ben, à ce moment-là, on discute avec eux autres, puis on essaie de voir, ben vous, votre responsabilité là-dedans pour régler la situation, comment vous pouvez y arriver. Des fois, ça peut être des... Nous, en fait, on a des familles souvent qui sont de classe moyenne, des gens, ça peut arriver des fois que c'est des parents qui travaillent trop, hein, puis qui ont plus le temps pour leurs enfants, puis ils sont fatigués, le stress de la vie fait en sorte que les adolescents réagissent à tout ça. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'un jeune finit par réagir. Puis il y a des familles reconstituées aussi. Des fois, c'est dur à vivre, ça. Oui, c'est difficile à vivre parce que, bon, des fois, il y a un autre parent qui est présent, mais bon, là, il y a encore des difficultés entre les deux parents. S'ils sont plus ensemble, c'est parce qu'ils s'entendaient pas. Fait qu'une fois séparés, c'est pas toujours évident de s'entendre après pour la garde des enfants, puis de pas blâmer un et l'autre. Donc, oui. Mais j'ai ici un courriel, justement, pour terminer. On dit, ben vous savez, là, une des grandes causes des problèmes avec les ados, c'est l'enfant roi. Mais qui a créé le concept de l'enfant roi? C'est les parents. Ouais. Tu sais, à un moment donné, comme vous disiez, on travaille, on vit à 100 000 à l'heure, on n'a plus de temps pour nos ados. À un moment donné, les ados deviennent délinquants, ils rentrent dans une gang de rue parce qu'ils cherchent un cadre qu'ils n'ont pas eu dans leur famille. Tu sais, moi, je pense, je suis peut-être dans le champ, mais la source des problèmes, c'est les parents. Le cadre, on n'a plus de temps pour la famille. L'encadrement, mais il y a en même temps aussi le phénomène de l'adolescent qui refuse aussi l'encadrement familial. Il peut en accepter ailleurs, à l'école, je pense que vous avez raison tous les deux. Hein? Oui, je pense que vous avez raison tous les deux. C'est un peu des deux, hein, en fait. Comme je dis, c'est une dynamique dans une famille. Hein. C'est pas un plus que l'autre. Tu sais, justement, quand on parle de communication, de dynamique familiale, ben en fait, c'est il y a une personne qui réagit. La façon dont l'autre va réagir va influencer l'autre. Donc, si on commence à décortiquer ça, on n'a pas fini. Mais effectivement, c'est un peu du jeune qui veut pas respecter les règles, du parent qui est trop sévère, qui prend pas le temps de l'écouter, le jeune qui s'exprime mal, qui fait pas confiance. Bref, c'est pour ça que nous, on regarde de travailler sur la dynamique familiale sans dire c'est l'ado qui a un problème ou c'est le parent qui a un problème. Donc, c'est un peu de la médiation, vous faites, pour rapprocher les parties. Ou bien, il y a de la médiation, surtout au départ, parce qu'au départ, on connaît pas la famille. Fait que, on fait de la médiation. On met un plaster. La première journée, on met un plaster, puis on dit, on règle la situation là qui se présente aujourd'hui, mais on va être là demain, on va être là dans 2 jours, on va être là dans 3 jours, puis on va continuer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On va trouver les forces des familles, puis on va miser sur les forces des familles. C'est quoi qui fait que ces gens-là sont encore ensemble aujourd'hui, qui s'aiment tant que ça, puis qui fait que c'est des bons parents, des bons jeunes. On mise là-dessus, puis en même temps, on continue de régler les problèmes qui font en sorte que la situation se détériore. Est-ce que ça arrive, l'échec total, pour vous? Mais l'échec total, en fait, c'est difficile à définir c'est quoi un échec total. Hein? Quand ça ne se réconcilie pas, les deux partent chacun de leur côté, puis il n'y a rien à faire. Ben en fait, il y a des fois où on en arrive à placer les enfants ou qu'il y a un signalement qui est fait à la protection. Mais ça ne veut pas dire que c'est un échec, parce que quand on arrive en protection, il y a quand même des bons services qui peuvent être donnés, puis des fois, ça résout le problème, puis on revient à une harmonie. OK. Merci beaucoup, Merci Mme beaucoup. Florent. Merci. Merci. On va commencer à prendre vos appels dans quelques instants. On va aller voir ce qui se passe chez les ados. Puis il y a peut-être des ados aussi qui vont nous appeler. Gênez-vous pas. La crise de l'adolescence, la question ce matin, la crise de l'adolescence, qu'est-ce qui vous rend à bout? On a pas mal de jeunes qui nous écrivent, des ados dans les courriels que j'ai reçus. Mais avant de lire des courriels, on va tout de suite prendre notre premier appel. On a à Saint-Georges Lise. Lise, bonjour. Bonjour. Moi, je suis d'accord un peu avec M. Gendron pour les parents, mais je ne suis pas complètement d'accord parce qu'il n'y a pas juste les parents, il y a un accordement.
Si l'enfant se tient avec des mauvais amis, tu peux donner le meilleur conseil que tu peux, mais il va souvent se confier à un ami, à quelqu'un de dehors des parents. Parce que moi, j'en ai des enfants, j'ai pas eu de problème, mais ça veut pas dire que tout le monde soit comme ça, là, tu sais. Aujourd'hui, tu peux plus toucher un enfant. Si tu touches un enfant, il a été VG, puis tu vas te faire taper dessus. Que je voulais dire toucher un enfant, dans quel sens? C'est-à-dire, lui parler, physique. Là, un peu bête, l'enfant peut dire, hey, toi, là, si tu continues, moi, je vais te rapporter, tu sais. Hey, ça, c'est le phénomène. Tu sais, les parents là, qui se font menacer de se faire dénoncer à la DPJ par les enfants. Mais ça là. dépend, là, on frappe pas un ado, là. C'est pas une façon de régler. Ça veut pas dire si tu me lâches pas, tu me laisses pas tranquille, va porter plainte à la DPJ. Ben oui, mais il faut prendre ça avec un grain de sel. Moi, je pense qu'il faut parler. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas le choix. Moi, avec Virginie, mon ado, là, des fois, on se pogne souvent verbalement. Mais dans ce temps-là, tu quittes la pièce, tu laisses baisser la pression. Je suis pas parfait, là. Je dis pas que ça marche tout le temps, là. On a nos heures de gloire, nous autres aussi. Là. Il y a une autre chose aussi. Quand j'étais à un match de hockey, je voyais des parents fesse dessus, là. Tue-le, là. Tu fesse-le. Oui, les parents, oui. Alors, l'enfant prend ce que le parent dit. Et même une voisine, oui, parce qu'elle m'aimait pas ça, ça voulait qu'il batte ma fille. Tu sais, j'ai mis ça d'aplomb, là. Mais tu sais, tu dis pas des choses de même à un enfant, puis quand l'enfant voit de la violence à TV, il reflète sur lui. Il répète. Si les parents sont violents vis-à-vis de leur femme ou vis-à-vis de leur... Il y en a des parents violents, ça reflète tout ça. Comme ma fille, là, ma fille de 7 ans, Clotilde, elle m'a sorti 2-3 sacs l'autre jour. Pourquoi elle sacre? Ben parce que je sacre. C'est ça le problème. C'est parce qu'elle suit l'exemple de son père. Comprenez-vous? Tu devrais pas être fier de ça. Ben oui, j'essaie de me contrôler. Ouais, OK. Merci, Lise. Bonjour, on va aller à Trois-Rivières. Merci, on va aller à Trois-Rivières. Janice, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, j'étais éducatrice, puis j'ai déjà travaillé dans une école à la troupe de problèmes de comportement. Oui. De primaire et secondaire, et juste avec des garçons. Oui. OK. L'ambiance est assez aisée, mettons, juste avec des garçons. C'est plus dur avec les garçons qu'avec les filles? Pardon? C'est plus dur avec les garçons qu'avec les filles? Non, je dirais que c'est plus dur avec les filles. Ah oui? Oui. Toutes des filles ensemble, là, ça se pogne l'une contre l'autre, ça se monte l'une contre l'autre. Non, ça se fait pas des petites gangs comme les gars, là. Non. C'est plus difficile avec les filles, je dirais. Ben ça, c'est mon opinion, là. Fait comment ça se passait dans vos interventions? Ben c'est ça, l'intervention, ça c'est propre à chaque éducateur. Ça veut pas dire que si moi j'essaye quelque chose, l'autre éducateur va essayer la même chose puis ça va marcher. Mais le problème venait d'où, là, en majorité? Ben ça, c'est ça. Ça, c'est à l'école. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent subvenir à l'école. Un professeur qui te demande de finir ton travail et ça te tente pas, tu l'envoies chier, tu mets au local de retrait. Au local de retrait, t'as pas le goût de travailler, t'as pas le goût de suivre les règles, qui sont quand même assez strictes. T'arrives là-bas, t'es en crise. Ils te mettent dans un isoloir, faut pas que tu parles, faut pas que tu regardes personne. T'es assis droit, là, c'est assez larmé, là. Mais si on cherche, qu'est-ce qui vous met le plus à bout, comme c'est la question qu'on pose ce matin, qu'est-ce qui vous a mis le plus à bout avec des ados? Ouais, dans vos interventions. Ben, je dirais pas vraiment grand-chose en tant que tel, là. Non, se mettre à bout. C'est un jeu d'ensemble, c'est un jeu d'ensemble. Oui, c'est ça. Puis quand tu connais ce que le jeune aime, même si la musique hip-hop, par exemple, t'en écoutes pas, ben écoute-en pendant quelques jours, voir à quoi ça ressemble, puis... Oui, c'est comme mon gars qui me casse la tête avec Green Day tout le temps. Ouais, ben, à un moment donné, il faut se sacrifier. Ouais, exactement. Mais il y a des groupes bien plus peu que Green Day. Green Day, c'est déjà bon, je trouve. C'est parce que moi, j'aime mieux le country que Green Day, en fait. Ouais, Merci, Janice, de votre appel. On va aller dans l'Outaouais maintenant. On a Lindsay. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, c'est une petite anecdote. J'ai adopté ma sœur, elle avait 11 ans. OK. J'ai 24 ans, puis... maintenant, elle a 15 ans, puis elle a rencontré un petit garçon de 19 ans. Mais un petit gars qui vole des bicycles, puis des crottes de fromage dans un restaurant, puis c'est le style de gars qu'on veut pas que ça fréquente. Ouais. Maintenant, elle est partie, ça fait 1 an, avec la DPJ, ils l'ont placée chez sa mère. Ah oui? La mère du petit garçon. Fait que... La mère du petit garçon avec lequel elle sort? Oui. Hey, c'est toute une solution, ça se peut pas. La DPJ de quelle place? C'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas sérieux. Ça fait qu'elle sort avec un gars de 19 ans, elle a 15 ans, puis ils l'ont placé avec les parents. Fait que là, c'est le bordel, c'est beau. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça se peut pas. Des fois, quand tu parles de la DPJ, on dit qu'ils n'ont pas de jugement. Ça prend pas grand-chose. Fait que là, elle a des relations sexuelles avec lui, puis la vie est belle. La vie est belle. Le premier soir qui est parti en fugue,
une semaine après, elle me l'a dit au téléphone qu'elle avait eu des relations avec lui le même soir qu'elle était partie. Bon, donc le DPJ pas plus intelligent, a dit parfait, va vivre chez la mère de ce garçon. Au lieu de vous aider puis de vous supporter dans votre mandat, là. Oui, puis encore maintenant, j'ai encore des retombées. Elle appelle la DPJ disant que mon petit pourrait être négligé. Puis, la guerre des vengeances. Parce qu'elle ne veut pas revenir, puis des choses comme ça. Là. OK, dans ce monde-là, dans ce monde de faiseux-là, les faiseux de DPJ, là, il y a des bouts, là, je te dis que j'ai de la misère avec ça. Merci, Lindsay, d'avoir raconté ça ici ce matin. Jessica, à Sainte-Anne, bonjour. Oui, on vous écoute. Moi, j'ai 17 ans, puis j'ai jamais mis mes parents à bout. J'ai jamais fait de crise d'honneur pour des petites niaiseries. Ma soeur a 21, la même chose. Vous êtes une parfaite. Ben, pas vraiment, mais tu sais, on a il y a des familles qui vont bien. On s'est fait chicaner, on s'est fait engueuler par nos parents parce qu'on avait fait des niaiseries. Mes parents aussi sont débordés. Mon père est chauffeur. Il peut se faire appeler à 3 heures du matin pour aller travailler ou il peut finir à minuit. Ma mère travaillait dans un restaurant. Elle finissait à 11h30, 1h du matin. Puis on a toujours été, mes parents ont toujours été là. Tu sais, quand j'avais besoin de parler, ma mère était tout le temps là, mon père aussi. Puis l'éducation des parents est là, même s'il y en a qui disent on est débordés. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne sont pas toujours là que ça ne peut pas arriver une bonne famille. Oui. Mais Jessica, avez-vous été élevée de façon stricte? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des règles à la maison? Puis est-ce qu'on suivait un cadre? Pas trop sévère. Tu sais, j'ai jamais... Tu sais, à 15 ans, j'avais même pas mon permis. Mon père, puis moi, on magasinait déjà ma voiture. J'ai ma voiture à moi, j'ai 17 ans. Oui. Puis c'est pas parce que j'ai jamais fait de conneries. Tu sais, je prends de la boisson, puis pas à être saoul, mais mon père, je n'ai jamais menti. Puis il savent, à toutes les fois que j'en prends une, même si j'étais avec mes amis une bière, ils savent. Là. Mais parlez-nous de vos amis. Est-ce que c'est comme ça chez vos amis, dans votre gang? Ben, 3 de mes amis sont comme ça. Une autre de mes amies, la mère, elle voulait tout contrôler jusqu'à la couleur des sous-vêtements. Dès qu'elle a eu 18, elle voulait partir de là. Elle était amie. Sa mère voulait tout contrôler, tout. Ouais. C'est dosé, c'est ça le problème. C'est vraiment l'éducation des parents qui est là. Oui, c'est vrai. Tout part de là. C'est l'éducation qui fait les enfants. Là. Oui. Ça prend un encadrement, mais en mitouflé. Il ne faut pas que ça paraisse que c'est de l'encadrement. C'est ça qui est... Parce que l'adolescent refuse l'encadrement. Donc, il faut que tu fasses un encadrement. Mais ça dépend comment tu le pars dans la vie. Quand tu plantes un arbre, là, ça prend un tuteur à côté, sinon le vent va le jeter à terre. Mais s'il n'y a pas de tuteur à côté, il pousse croche. Rendu à l'adolescence, l'arbre est rendu croche, tu ne peux plus le redresser. Ouais. Comprends-tu? Ça part de la racine. OK. Merci, Jessica. Merci, Jessica. On va faire une pause. Je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. La crise d'adolescence, qu'est-ce qui vous rend à bout? Faut que je te compte. Nicole, à Saint-Eustache. Écoute celle-là. J'ai 2 ados à la maison, 15 ans et 17 ans. Mais j'ai de la difficulté avec le 3e, qui est mon chum. Ça, c'est le 3e ado. Le 3e ado, c'est mon chum. Ça ressemble à chez nous. Elle dit, il y a des changements qu'il y a de la misère à accepter chez les ados. Donc, il devient ado par lui-même. Mais elle n'a pas mis son chum au pas? Pense pas. Ben. En tout cas, pas encore. Peux-tu y aller, là? Vas-y. Ah, j'ai un courriel savoureux. J'en ai 2, là. Carl-Emmanuel Barrière de Saint-Jean-sur-Richelieu, une jeune femme de 15 ans. Jeune fille de 15 ans. Elle dit, moi, je suis en pleine adolescence et je répondrai aux vieux secs, comme Richard Desmarais, ça, c'est moi qui le rajoute, qui pensent que la majorité des ados ne travaillent pas et ne foutent rien. Ben, moi, j'ai postulé à 3 places, puis il n'y a pas personne qui a voulu m'engager, de sorte que sa mère, il a trouvé une job. Elle travaille, ça va très bien, puis elle dit le matin, elle dit, c'est vrai que je travaille pas parce que sa job est de soir, puis elle dit, je vous écoute. Ah oui. Hein? C'est bien. C'est bien, mais ça va peut-être l'aider. Sophie, qui a 17 ans, dit pourquoi il y a toujours des ados dans la rue? Parce qu'ils ne travaillent pas, parce que les employeurs ne veulent pas les engager, parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec le public. Mais des fois, pourtant, il y en a qui travaillent, va à l'épicerie, il y en a des ados qui ont des jobs. Il y en a des ados qui travaillent dans des champs. Puis il y en a qui veulent pas travailler, puis il y en a aussi qui pourront peut-être pas travailler. C'est une question des fois de présentation. Oui, mais est-ce que les parents... Il faut admettre que quand tu présentes le baggies au genou, la culotte au genou, l'anneau dans le nez, puis... c'est pas tout le monde, là, mais est-ce que les parents ont pris le temps de leur expliquer la valeur du travail? Moi, mes parents m'ont montré ça quand j'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans. C'était pas de l'esclavage, mais ils m'ont montré la valeur du travail. Et ici, j'ai une dame, Joanne Saint-Pierre de Québec, qui dit, moi, j'ai 3 enfants avec 2 adolescents et je n'ai pas de problème. Et j'ai pris le temps parce que j'ai décidé de rester à la maison au cours des 10 dernières années. C'est là qui est la clé. Ouais. C'est là qui est la clé, c'est de prendre le temps. Le dernier qu'on va lire pour tout de suite, Alex à Trois-Rivières nous dit, personnellement, j'ai 22 ans.
J'ai eu une crise d'adolescence, une vraie, une heavy, comme il dit, mais ça n'a rien à voir avec mes parents, ça n'a rien à voir avec mes fréquentations, ça arrive comme ça. Mais peut-être que si tu allais voir un psy qu'on trouverait comment ça se fait que c'est arrivé comme ça, mais si tu veux pas, c'est correct aussi. Là. Si dans la vie, oui, mais regarde, l'adolescence, c'est une phase de transition. La ménopause, c'est une phase de transition. L'andropause, Richard, tu connais ça, c'est une phase de transition, le démon du midi. Donc, c'est des changements d'hormones aussi, il y a des facteurs biologiques. OK, ben il y a un PS à la fin. Oui. Gendron, t'es arrogant. Puis t'es malade. Je le sais. Il n'y a pas de problème, le jeune. C'est pour ça que je me sers des stationnements handicapés. Il n'y a pas de problème avec son adolescence. Pas du tout. Je sais que je suis arrogant, j'aime ça. Consultation, peut-être. OK, on prend un appel, on va aller à Amos. Reynald, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai 2 adolescentes. Moi, ça fait 24 ans que je suis avec mon épouse. Oui. Moi, savez-vous que quand j'étais jeune, dans les années 60, là, les enfants qui se faisaient battre dans ce temps-là, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'aide, mais j'en suis un de ces enfants-là. OK. Aujourd'hui, moi, je suis fier de mes filles parce que j'ai pas besoin de parler. Il y a juste la dernière, là, qui me bat de temps en temps. Mais comme M. Gendron, moi, je me tasse, je la laisse faire. Puis après, on y parle, puis on revient. Mais moi, avec les filles, j'ai pas de misère parce que je travaille dans un milieu de femmes autour de moi, puis ça va très bien. Comprenez bien la dynamique? Oui, puis je suis, en tout cas, par rapport à 84, quand je me suis marié, toutes mes amies sont divorcées, des familles reconstituées. Je suis fier de ma femme, de mes 2 filles. Je veux pas dire qu'on est un modèle, mais des gens comme moi, là, ils courent pas les rues. Mais c'est faisable. Mais tu sais que l'état de crise, là, c'est pas juste une question d'adolescence. L'état de crise, quand tu es employeur, tu as des employés, tu peux avoir le feu derrière. Ah oui, mais attention, c'est pas le temps de régler ça quand tu as le feu derrière. C'est pas le temps de rencontrer l'employé qui a le feu derrière. Demain, peut-être qu'on pourrait en jaser. Donne-toi un peu de temps, tu vas t'apercevoir que les choses vont se calmer. Puis tu vas peut-être avoir une discussion plus intelligente. Oui, sauf que le milieu du travail, tu gères pas ça comme une famille. À un moment donné, un employé fait pas le job. Dehors. Dehors. OK. Merci, Reynald. On va aller maintenant à Laval. Marie-Christine à Laval, bonjour. Oui, salut. Bonjour. Moi, je suis une nouvelle maman. J'ai 24 ans. Puis, je viens juste de sortir de ce qu'on appelle la pire, je pense, des crises d'adolescence. Vous êtes sorti tard? Pardon? Vous êtes sorti tard? Je crois que je suis même pas encore sortie, à vrai dire. Ouais. Dans un sens. Contez-nous ça. Je sais pas. Oui, parce que dans un sens, moi, je pense que ça vient un peu de mes parents, dans le sens que moi, j'ai été très, très, très emmitouflée et très, très peu encadrée. Oui. Oui. C'est-à-dire que moi, je me souviens pas qu'il y ait de règles chez moi. À ma maison, il n'y en avait pas. Mais je faisais vraiment tout ce que je voulais. Puis mes parents, j'ai été adoptée. Donc, je pense que mes parents avaient comme une peur du rejet. Ce qui fait qu'ils m'ont jamais vraiment chicanée. Mon père gueulait tout le temps. Mais c'était pas me chicaner, tu sais, il pouvait me crier des noms, mettons. Puis, mes parents, comme c'était des bourgeois, donc c'était souvent fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Puis il buvait vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est ça, il a arrêté maintenant. Puis moi, toute mon adolescence, je me suis cherchée. Je crois que c'est ça un peu la crise d'adolescence, c'est qu'on cherche. Puis si on n'a pas de modèle, puis c'est supposé être les parents là. Fait que si on n'a pas des bons modèles, ça peut vraiment mal virer. Dans le sens que moi, j'ai vraiment pris beaucoup de drogue. J'ai fait même 4 thérapies. Oui, puis je touche plus vraiment à des drogues chimiques puis tout, mais j'ai vraiment de la misère avec mettons la boisson là, mettons je déprime ou oui, mais là, va votre grossesse, là, puis votre enfant, est-ce que ça a changé? Consommé. Mon enfant, là, si vous saviez... Ça vous a ramené? Ça va tellement bien. Ah, ben c'est bon. Ben, c'est comme la seule chose... Ouais. J'ai allumé. Quand je suis tombée enceinte, j'ai fait des prises de conscience incroyables. C'est bon. J'ai eu peur. Ben bravo. Ben oui, je sais. Dans le fond, puis maintenant là, j'en fais encore des prises de conscience parce que je déménage, parce que j'étais avec un conjoint puis ça va vraiment pas bien. OK. Puis je réalise que moi je peux pas faire comme mes parents. Mes parents sont séparés, ils se fréquentent encore. Puis mes parents, dans le fond, ils devraient se détester, mais ils font les hypocrites. Puis non, mais c'est vrai, pareil. Puis moi, je commence à être toute mélangée là-dedans. C'est pour ça que là, je m'éloigne. Je me dis que moi, pour ma fille. Ouais. Je veux ce qu'il y a de mieux. Aller chercher le modèle ailleurs. Oui, puis je crois que quand on n'a pas eu des bons parents comme modèle, puis mes parents, je crois pas que ils ont fait de leur mieux, c'est pas de leur faute, mais à mon âge, la balle est dans mon camp maintenant. OK. Merci, bravo, bonne chance. Merci de votre témoignage. Bonne chance. Merci. Oui. Ils ont fait de leur mieux. Okay. Mais c'est pas tout le monde qui est fait pour être parent. Non, ça c'est vrai. On va aller rejoindre Dave Leclerc à Québec. Dave, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Richard. Votre sujet ce midi. Allez-vous lâcher la robe de madame? Mais là, il y avait la caricature de la presse. Mais Stéphane, est-ce que c'est du Yves Saint-Laurent que tu portes aujourd'hui? Non, c'est Tommy Hilfiger, couturier canadien.
Bon choix, bon choix. Alors, c'est une nappe, là. Tu veux me dire qu'il manque le couteau et la fourchette, là? Ben non. Une nappe pique-nique. On se demandait si ça allait rencontrer la mairesse aujourd'hui. J'aimerais ça la rencontrer. D'ailleurs, aujourd'hui, la mairesse, elle est revenue avec sa robe. Aujourd'hui, elle s'est présentée dans une station radio de la région de Québec et on va la voir ce midi encore. Et elle a tenu encore à justifier son choix vestimentaire. Bon, OK. Alors, ce midi, ce midi, on parle d'aide sociale puisque on apprend ce matin que le gouvernement verse chaque mois plus de 11 millions de dollars à des gens qui sont aptes au travail, 25 ans et moins, qui sont prêts à travailler immédiatement, mais qui font le choix de rester chez eux à attendre l'aide du gouvernement. Alors, effectivement, on se pose... Bon, ben c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, quand t'as plus rien, là, oui, quand t'as plus rien à manger, tu lèves ton derrière et tu y vas. Vous savez que le gouvernement a tenté de réhabiliter, d'aller chercher ces gens-là pour leur donner une formation. Ouais. Alors, c'est quoi la prochaine solution? Est-ce qu'on serre la vis à ces gens qui sont aptes au travail et qui restent sur l'aide sociale? C'est notre question. Absolument. D'accord, on vous écoute à midi. Salut, à demain. Merci. Alors, on fait une courte pause. Je rappelle la question, la crise de l'adolescence. Qu'est-ce qui vous met à bout ou à bout? Courriel. Oui, ici, Sylvie de Sainte-Julie. Très beau courriel. Je suis mère monoparentale depuis 3 ans. Mon fils aura bientôt 16 ans. Je sais que mon fils a été bien parti dans la vie. Il fait son expérience comme le pote. Il est assez ouvert avec moi. Il m'en parle. Je lui parle des conséquences s'il en abuse pour l'avoir fait. Et je suis fier de lui dire que je l'aime. C'est beau, ça? C'est beau. Mais ici, Yannick à Crabtree dit ce que je trouve de plus énervant ou malheureux, c'est que plusieurs jeunes sont en crise d'identité. Ben oui, c'est normal. Et qu'il ne voit pas d'autre solution que de se mettre à fumer, se droguer, s'habiller en moron avec le fond de culotte jusqu'à terre pour puis faire partie de la gang. Mais quand est-ce qu'on a pris le temps de leur en parler directement avec eux? Tu sais, souvent, il y a une disconnexion du fil. On va prendre un appel à Sorel. Micheline, bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, M. Desmarais. Bonjour, on vous écoute. D'abord, on aime beaucoup votre émission. Pardon. Merci. Je suis bien contente d'être en ondes. Je parle pour les jeunes. On dit que M. Leclerc, tout à l'heure, on doit imposer le travail à cet âge-là, pendant qu'on est jeune. Oui. Moi, personnellement, depuis que je suis très jeune, je travaille. Puis mon conjoint aussi, il travaille depuis qu'il a 7 ans. Oui. On s'est rencontrés l'année passée. Moi, j'avais 30 ans, puis c'était mon premier. Mais c'est formidable maintenant. Je veux juste dire aux jeunes que ça vaut la peine d'attendre. Ah, d'attendre avant d'embarquer dans une relation? Oui. Puis aussi, ce que j'aime de vous autres, c'est votre responsabilisation des choses. Là. Si les jeunes pourraient savoir que c'est à eux d'autres l'avenir, que les adultes pourraient les laisser la responsabilisation. Ça se passe pas tout le temps, ça. Les parents, ils pensent que... les parents veulent des copies conformes de ce qu'ils ont été. Hein? Oui, puis tu sais, quand tu dis « dans mon temps », ben oui, mais écoute, à un moment donné, dans ton temps, Richard, arrête de me parler dans ton temps, Richard. Laisse-nous faire. Merci, Micheline. Merci, Micheline. On va aller à Montréal maintenant. Linda, bonjour. Linda? Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, ça va bien? Oui. Moi, j'appelais pour le sujet du jour. Oui. Et puis, moi, j'ai une adolescente qui va avoir 16 ans. Oui. Puis, je l'encourage toujours dans son projet. Présentement, elle vend du chocolat, puis elle aime bien ça. Oui, pour l'été? Pour l'été. Ben, c'est bon. Ça. Elle s'est trouvé ça, ce petit job-là, puis elle aime ça vendre ça, puis il paraît qu'elle est la meilleure. Bon. Fait qu'au moins, elle s'occupe de son été, puis l'autre, elle travaille à 18 heures, elle s'est trouvé un emploi directement qu'elle a fini l'école. Avez-vous eu, avec les deux, le même genre de situation, le même genre de vie, ou s'il y en a une qui a été plus compliquée que l'autre? Oui, la deuxième. La deuxième, pourquoi? Parce qu'elle, elle sait où qu'elle s'en va, elle veut faire toujours à son goût à elle, mais c'est une fille qui a beaucoup de caractère, puis l'autre est plus docile. Ah, que c'est beau, ça. Mais vous avez... Moi, ma plus jeune, sais-tu ce qu'elle m'a dit hier? Elle me regarde en pleine face. Elle a 7 ans. Là, elle dit, toi, elle dit, je vais te dire de quoi? Elle dit, moi, j'ai le courage de mes opinions, puis tu m'empêcheras jamais de dire ce que je veux dire. Elle a du bonhomme dans le nez. Du bonhomme dans le nez. Elle dit, ta coupe de cheveux, by the way, c'est dégueulasse. Ça, d'ailleurs, on a reçu pas mal de courriels de gens qui nous ont fait des commentaires sur la façon dont tu te coupais toi-même les cheveux. Regardez ça de côté, qu'est-ce que ça a l'air? Une tête comme celle-là. Montrez-moi sa tête. Ça, des coups de rasoir, personnellement.
Mais je me rase le corps au complet, vous savez. Ouais, mais c'est de l'automutilation. C'est de l'automutilation. Oh, c'est déjà fini, merci, madame. Merci, Linda, de votre appel. Et puis bonne chance avec vos deux adolescentes. Une minute. J'avais d'autres. Ce que je vois autour de moi, ce que je vois autour de moi, ça m'inquiète. Et parce qu'on a dit, cette personne-là, c'est Josée, elle a 27 ans, elle est de Port-Cartier. Elle dit, ce qui semble être le plus important, c'est que plus tôt tu fumes un joint, le plus t'es cool, puis le plus tu vas faire partie de la guerre. Combien de parents fument des joints? Ici, Joliane de l'Île Verte qui dit, j'ai 23 ans et j'ai déjà pris part à un party où tous les ados du coin étaient là. Le problème, c'était les parents. Les parents qui travaillent, qui se sentent coupables de ne pas être présents. Alors, ils donnent tout à leurs ados, comme ils donnaient tout à leurs enfants. Puis là, on s'arrive avec des ados rois. Ben, la source du problème, c'est les parents. Pas d'encadrement, pas de l'enfant roi, on passe à l'ado roi. Oh, absolument. Bon, tu viens d'inventer ça. J'ai un courriel bien personnel pour toi. Ça vient de Dan Binette de Montebello. C'est Monsieur le maire, venez relever le défi avec votre Mustang à l'autodrome de Saint-Eustache ce soir, 20h. C'est légal. Je peux pas, j'ai un conseil ce soir, mais je vais y aller, par exemple, à un moment donné. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Bonjour. À demain matin. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, comment allez-vous, mon cher Richard? Ça va assez bien. Oui. C'est une pas pire journée. Oui, alors... Je regarde ici à côté, tu as caché quelque chose. Oui, ma nouvelle maîtresse. Pour ceux qui sont en manque de Viagra, vous savez quand même, il faut payer pour ça, mais si vous allez chez Vidéomag Plus... Pas si tu es dans l'armée. Comment dans l'armée? Ben non. Ça se peut-tu faire du bashing sur nos soldats c'est pas du bashing, je fais juste dire une chose qui est une réalité. Pourquoi s'en cacher? Bon, enfin, peu importe. Mon cher Richard, si tu veux aller chez Vidéomag Plus, en face de l'église du Jésus, sur Bleury, vous savez, on va plus à messe, mais on peut aller au sex shop. Alors voici, pour vous aider dans vos performances ici, voilà. C'est quoi ça? Voilà le festin. Qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau maillot de bain pour cet été. En Regardez bonbon? comment est-ce que c'est beau. En bonbon. Caféine a annoncé ça en primeur ce matin et moi, je l'adopte. Je me propose d'être porte-parole pour la grande bouffe. La grande bouffe du bonbon. C'est bon, hein? N'est-ce pas merveilleux? Ah, voilà. C'est fait. Faut le faire. Hey, bon, j'ai quelque chose de plus sérieux. Comment plus sérieux? Ben non, c'est pas sérieux. C'est sérieux, ça. T'as des parties de toi-même qui, des fois, manquent des parties de toi-même qui dérapent. As-tu vu mes parties? Non, mais je veux te parler de Guy... Non, mais je veux te parler de Guy Cloutier. Oui, ça, c'est triste. D'abord parce que j'ai eu des nouvelles fraîches ce matin de Guy Cloutier. De lui-même? Pour moi, directement. Il passe toujours par une personne interposée, mais il sait très bien que ça va se rendre jusqu'à moi. D'abord, on se demande quand, parce que la Commission nationale des libérations conditionnelles avait suspendu l'audition pour sa remise en liberté, pour laquelle il est éligible depuis le mois de février dernier. Oui. Ça a été suspendu à cause du fameux courriel. Le courriel. Ça va avoir lieu le 20. Le courriel qui n'a rien donné. Oui, c'est ça. Le 20 juillet, il va être entendu par la Commission nationale des libérations conditionnelles. Ça se pourrait que la décision soit rendue sur le banc. On va voir ce qui va arriver. Mais j'ai d'autres informations. Il y a peur que le fameux courriel qui a été envoyé à la Commission, qui a fait suspendre les travaux, ça fait déjà 2 mois et demi, quasiment 3 mois de ça. Le fameux courriel en question a été suivi d'autres courriels qui ont été envoyés par d'autres personnes. Semble-t-il, d'autres personnes qui avaient l'intention de se faire payer des sommes d'argent en dommages. Du chantage. Du chantage, une forme de chantage. Il y a même un courriel, semble-t-il, qui vient d'un gars qui dit avoir été violé par Cloutier et ses amis en 1974. Un viol collectif. Toujours à la même date. Oui. On parle toujours de cette période-là, une période non vérifiable. Ça remonte 36 ans en arrière. Là. Mais il y a peur qu'il y a eu un paquet d'autres petites affaires qui sont survenues après. Comme si le premier courriel avait sonné une espèce de ralliement de personnes dérangées qui avaient l'intention d'intervenir dans le but ou d'en profiter ou dans le but de nuire à la remise en liberté de Guy Cloutier. Mais est-ce que la police va faire enquête sur chacun des cas? Probablement que ça a été fait. Probablement que ça a été fait. En tout cas, mais est-ce que Cloutier va poursuivre cette femme-là qui avait envoyé le courriel? Tu veux faire quoi? Si c'est une personne dérangée, comme je t'ai dit la dernière fois... Qui est insolvable. Donc, tu vas aller chercher quoi? Puis tu vas être dans les médias d'information. Tu vas être obligé de signer des affidavits. Les journalistes vont fouiller là-dedans. Ça va faire 7 jours puis la semaine. Puis ça fait bien qu'au vedette, puis ça finira bien. Regarde, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Un tremblement de terre en studio. Bon, donc, alors, 20 juillet, date de l'audition de la Commission nationale des libérations conditionnelles dans le dossier de Guy Cloutier. Un dossier plus long
encore bien plus long que celui de Guy Cloutier, celui du paiement de la dette des Jeux olympiques de 76. Oui, c'est un autre dossier bien géré, avec beaucoup de dépassements de coûts. Hey, écoute, on était supposé, après les Olympiques, de rembourser la dette en 7 ans. Et ça a pris 30 ans. 30 ans. Ça va être fini au mois de septembre. Il reste un léger 15 millions à payer. Il vous reste comme contribuable et fumeur un léger 15 millions. Parlant de dépassement de coûts, ça c'en est un. Non, mais non, j'embarque pas dans tes histoires de Ben Laden. Je veux pas avoir de lettre de menace de ces gens-là. Bon, je veux juste qu'on continue. Le CHUM. Dépassement de coûts, c'est possible dans le CHUM. Déjà, c'est pas commencé, puis ça a déjà coûté pas mal cher. On apprend ce matin par Le Devoir que dans le CHUM, il va y avoir... Où est-ce que j'ai mis cette information-là? Je vais t'en parler. Oui, c'est qu'on veut pénaliser les professionnels. Les professionnels, là, les architectes, les ingénieurs, les autres professionnels qui vont travailler à la conception. Donc, tout ce monde-là, s'il y a un dépassement de coûts... Ils assument une perte. Ils vont avoir une pénalité de 25 %. Donc, déjà, ces gens-là sont coupables en partant. On les accuse de gonfler leurs factures. Bien, c'est-à-dire qu'ils vont... Moi, si je suis un homme de la construction et comme je soupçonne qu'il y a parfois de la collusion dans les soumissions dans ce domaine-là... Oui, mais qui fait pas sa job là-dedans? C'est le gouvernement qui fait pas le suivi correctement des professionnels. Les professionnels, si tu les laisses aller, ils vont gonfler leurs factures. Mais si tu suis ça de façon serrée... À un moment donné, ces gens-là vont être obligés de se retenir. Sauf que quand tu sais que tu risques une pénalité de 25 % tu gonfles ta facture en conséquence. Tout de suite en partant. On va y parler en haut, on monte le montant. On augmente le montant de 25 % comme ça, si on se fait prendre, on paiera avec l'argent qu'on aura reçu en trop pour ce genre d'affaires-là. Donc, la plus belle preuve, c'est que les gestionnaires sont pas capables de mener à terme au Québec des grands travaux. T'en as la preuve en première page. Ben ça, c'est pas juste là, non? Est-ce qu'on peut juste la mettre dans la caisse pour que le gouvernement efface? Donc, on ait la quittance finale pour le fameux stade olympique de Montréal, qui a toujours un toit temporaire puis dangereux. Puis t'imagines tous les intérêts qu'on a payés là-dedans. Mais moi, j'ai une solution. Étant donné que ça va être payé, pour se dégager une marge financière supplémentaire, on pourrait, tu sais ce qu'on pourrait faire, réhypothéquer le stade, maintenant que c'est un actif. Oui, mais c'est que ça rapporte pas d'argent. Un actif de quoi? Ça rapporte rien. Quelle banque voudrait financer ça? C'est mal utilisé, c'est pas utilisable à l'année. Tu peux pas faire d'exposition sur la partie intérieure à terre, l'ancien champ de baseball. Tu peux pas faire d'exposition là en hiver parce que le toit est considéré comme dangereux et pouvant s'effondrer sous le poids de la neige. Et là, la Ville de Montréal veut pas le reprendre. Là. Mais non, Québec est pris avec le temps. avec une infrastructure. Puis il y a des gens qui seraient cependant prêts à l'acheter. Oui? Pas cher. Qui? Ah oui, mais ça, je peux pas les te Arabes? dire. Non, je peux pas. Non, du monde ici. Non, ça. Mais pour faire quoi? Non, mais sans savoir les noms, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Des gens qui pourraient le prendre, compléter la restauration du toit et s'en servir comme centre de foire. Ça, je sais qu'il y a des gens, au moins 2 organisations qui sont prêtes à investir là-dedans. Oui, mais la sécurité, tu sais qu'il y a un mât qui est déjà tombé. Qui voudrait prendre ça sans être sûr que la sécurité est pleine et entière? Je sais pas. Mais moi, je pense qu'on devrait organiser un congrès avec Ben Laden. On pourrait faire une pratique et faire sauter tout ça. Une implosion.